Cher public, bonsoir et bienvenue au FIForum 2025. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir l'Université de Fribourg qui s'est occupée de la sélection des films de la section de décryptage. La modération de cette table ronde sera assurée par Mathieu Gilabert, professeur ordinaire de l'Université de Fribourg, et Cyril Cordoba, doctorant également de l'Université de Fribourg. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un événement filmé et que donc aussi le public peut être filmé. Pendant les moments de Q&A, je vous prie de lever la main et attendre d'avoir le micro avant de poser la question. Et puis, si vous avez des séances de films, vous avez le droit de sortir de la salle. Je passe maintenant la parole à la modération, Cyril Cordoba. Merci. Bonsoir. Guten Abend. Willkommen. Bienvenue à cette table ronde sur les festivals comme zone de contact, organisée, comme ça a été dit, conjointement par le département d'histoire contemporaine et par le FIF, qu'on remercie de nous accueillir ici ce soir. Alors, cette table ronde s'inscrit dans le cadre de la section décryptage, qui est intitulée cette année Africa Beyond the Cold War, donc l'Afrique au-delà de la guerre froide. Ils sont projetés 3 films qui racontent des histoires de résistance personnelle ou collective contre le colonialisme ou son héritage au Sénégal avec le Mandabi de Sembène Ousmane, en Angola avec le Zambizanga de Sarah Maldoror et en Algérie avec la Chronique des années de braise de Mohamed Lakhdar Amina. Le point commun entre ces 3 films et avec les questions qui vont nous intéresser ce soir, c'est la trajectoire particulière de ces cinéastes, de leurs auteurs, de leurs autrices. Ce sont des cinéastes des pays du Sud global, comme on le dit aujourd'hui, ou alors de la guerre, du tiers-monde, comme on le disait à la période de la guerre froide, qui va nous intéresser ce soir. Donc des cinéastes du Sud qui ont été formés dans le bloc de l'Est, donc dans des écoles de cinéma à Moscou, à Prague, à Łódź, en Pologne, ou à Berlin-Est. Ce croisement qui peut paraître peut-être un peu étonnant, qui ne nous est pas très familier, ça a été en fait le point de départ d'un séminaire qu'on a donné en master à l'Université de Fribourg avec Mathieu Gilabert le semestre passé. Et cette tendance, enfin notre démarche, s'inscrit dans une tendance depuis quelques années à s'intéresser à des mondialisations alternatives, comme on le dit dans la littérature scientifique. Donc au-delà des échanges entre l'Est et l'Ouest, donc au-delà du rideau de fer, comme on le disait à la période de la guerre froide, et au-delà des relations entre le Nord et le Sud, après les décolonisations, là, il s'agit de s'intéresser au contact entre des individus, des œuvres issues d'Asie, d'Amérique latine et surtout d'Afrique, avec les régimes communistes d'Europe de l'Est, mais aussi avec la Chine communiste et Cuba castriste. Donc pour mettre en évidence ces dynamiques dans le domaine cinématographique qui nous intéresse ce soir, on a choisi de se focaliser sur les festivals comme zone de contact, justement. Et les étudiants, les étudiantes ont tout d'abord entré collectivement dans une base de données des informations relatives à des cinéastes du Sud formés à l'Est. Il y a peut-être des noms qui vous sont familiers, comme Souleymane Cissé ou Abderrahmane Sissako, afin de pouvoir observer la circulation de personnes et de films entre ces 2 espaces. Et il en est sorti notamment cette représentation graphique qui va nous être projetée tout de suite. Je vous rassure, on ne va pas faire une conférence avec diapositives. Mais simplement, vous voyez, quand on pense au festival de films, on pense à ceux qui nous sont les plus familiers, Cannes, peut-être Berlin, Venise, le FIF évidemment, Locarno aussi, un peu plus loin d'ici. Mais au-delà de ce circuit très européocentré, géographiquement, financièrement, peut-être esthétiquement aussi, on voit qu'il existe déjà de longue date des plateformes, des réseaux alternatifs qui vont de La Havane à Carthage en passant par Hong Kong. Et ce sont de ces plateformes, de ces réseaux un peu alternatifs dont il va être question ce soir pour nous aider un peu à décentrer notre regard comme le fait depuis bientôt 40 ans le FIF. Alors je vous encourage, puisque je vais m'arrêter là pour la présentation de la thématique, à vous pencher sur le numéro du magazine de l'Université de Fribourg, Universitas, qui vient de sortir. Il y en a
les exemplaires disponibles ici à la sortie. Et surtout, je vais maintenant passer la parole à nos intervenants, à nos intervenantes, qui vont revenir sur les résultats de leurs recherches menées sur différents festivals, justement. Donc, vous aurez l'occasion de poser vos questions à la fin. On gardera du temps spécialement pour cela. Donc, d'abord, je vais présenter en deux mots nos intervenants. Donc, à côté de moi, d'abord, Liam Cinotti, ensuite Xavier Mirailles, Camille Chevalet et Lorina Corna. Donc, première question qu'on vous pose à toutes et à tous. On va peut-être commencer directement à ma droite avec Liam Cinotti. Est-ce que vous pouvez présenter le festival sur lequel vous avez travaillé et quelles ont été les principaux, les particularités que vous avez pu réussir à détacher de ces objets de recherche? Très bien, alors bonsoir à tous. Moi, pour ma part, alors, durant ce séminaire, j'ai dû m'intéresser au FIF, donc c'est moi qui m'y suis collé. Et donc ma problématique de recherche, c'était donc principalement d'étudier les représentations, et notamment les représentations du Sud global, et de délimiter ça dans une période définie, et notamment de la guerre froide. Alors j'ai essayé d'étudier le FIF entre le début de sa création jusque dans les années 1994 environ. Et le but au final de ce festival, c'était vraiment de comprendre comment il a émergé. Alors moi, pour ma part, je présente rapidement le festival. Il a été créé en 1980. Je pense que la plupart d'entre vous, peut-être pas, le savent. Initialement, c'était en fait un circuit et non pas un festival. Donc c'était en fait des projections, c'était un itinéraire. Alors, durant les 2 premières éditions, entre 1980 et 1984, les projections avaient lieu dans différentes villes de Suisse. Ça pouvait être à Bienne, à Delémont, à Neuchâtel, à Genève. Et en fait, ça a été créé à l'initiative d'une personne, ou plutôt de 2, qui sont Magda Bossi et Yvan Stern. Magda Bossi, justement, voulait organiser pour les 25 ans de l'anniversaire d'Helvetas, qui est donc l'organisation pour laquelle elle travaillait, a voulu organiser justement un événement qui voulait célébrer cet anniversaire-là. Et évidemment, il n'y a pas que 2 personnes, il y avait toute une organisation derrière, il y avait différentes organisations caritatives et humanitaires qui ont participé via un comité de patronage. J'ai des exemples comme Suicide, Action de Carême, la Déclaration de Berne. Donc c'était vraiment différentes organisations qui se sont mises ensemble pour faire naître au final cette manifestation. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, concernant ma recherche, elle portait donc sur le Festival international du film de Moscou. La perspective de ma recherche consistait à montrer comment ce festival servait de vitrine culturelle des relations diplomatiques URSS Sud global. Concernant donc la création du festival et ses particularités, il faut savoir que le festival de Moscou a été créé pour la première fois en 1935 sous l'initiative de Joseph Staline, dans le but en fait de promouvoir le cinéma soviétique à l'échelle nationale et internationale. À l'origine, cet événement devait être unique, donc organisé sur une seule année et l'année 1935. Il faut savoir que pour les élites russes, donc la nomenclatura, il y avait une importance majeure du cinéma pour ces individus, notamment dans l'idée que le cinéma représentait un art moderne et servait également de vecteur d'information et de culture, de galvanisation également, et d'influence morale pour les masses. Il pouvait notamment aussi atteindre les régions et populations moins développées du territoire soviétique et était donc plus accessible que d'autres arts. Néanmoins, comme je vous le disais, donc ce festival était un événement unique, mais a été, si vous voulez, relancé quelques années plus tard, un long moment même après, c'est-à-dire en 1959, sous l'impulsion cette fois-ci de Khrouchtchev. Le festival était organisé sous forme biennale, c'est-à-dire sur chaque 2 ans, de manière alternative, si vous voulez, avec un autre festival assez connu aussi, le festival de Karlovy Vary, en Tchécoslovaquie. Donc les années
impaires, si vous voulez, étaient consacrées au festival de Moscou et les années paires au festival de Karlovy Vary en Tchécoslovaquie. L'intérêt en fait de relancer ce festival en 1959 était multiple. La première raison que je pourrais ressortir concerne la volonté de concurrencer les autres festivals de premier ordre, tels que le Festival de Cannes, de Berlin et de Venise, que vous comprendrez hein, bien sûr, qui étaient des festivals plutôt dans la zone ouest. Et donc, en organisant un autre festival de premier ordre en Europe de l'Est, dans le bloc de l'Est, autre que Karlovy Vary, on rééquilibrait aussi un peu cette répartition des grands festivals. Et le deuxième objectif, je dirais peut-être le plus important et qui rejoint aussi la problématique de mon travail, c'était de promouvoir, si vous voulez, dans le monde, l'art socialiste et l'idéologie communiste via le cinéma. Voilà pour ce qui concerne les présentations, l'introduction de mon travail. Alors, bonsoir à tous. Pour ma part, je me suis mis à la tâche de découvrir plus profondément le festival de Locarno, qui, je pense que vous avez tous entendu parler sans avoir une plus grosse idée de qu'est-ce qui s'y passe réellement. Donc, il a été fondé en 1946, donc c'est plus ou moins en même temps que Venise et Cannes, qui sont donc parmi les plus anciens festivals au monde. À savoir qu'au début, il avait été localisé à Lugano avant d'être relocalisé à Locarno. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on voulait le localiser au Tessin. Pourquoi ? C'était surtout pour un choix de paysage qui était assez romantique et aussi cette idée d'avoir un climat méditerranéen, donc qu'on a en commun avec Cannes et Venise. Mis à part son ancienneté, il est reconnu comme l'un des 13 festivals compétitifs au monde. Il est donc de catégorie A, comme on en parle dans le milieu. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'était une distinction qui a été très dure à recevoir pour le Carnot, car il a eu plusieurs embûches dans son histoire, notamment avec le gouvernement suisse. Donc je vais revenir là-dessus. De base, c'est un festival généraliste, donc sans réelle spécialisation, mais il le devient avec le temps sur le cinéma amateur et sur les cinémas émergents. Donc il s'inscrit totalement dans cette ADN que le FIF a également. On cherche à découvrir de nouveaux talents, des cinémas d'auteur avec aussi des rétrospectives qui sont mis en place à Locarno. Et ça devient vraiment un endroit où on a l'habitude de voir les rétrospectives qui nous permettent de découvrir des cinémas finalement inconnus sur la scène internationale. Il y a aussi des sections qui sont dédiées à des cinémas nationaux qui permettent donc de découvrir des cinémas du Sud global et non seulement les gros blockbusters comme on pourrait le penser. De base, il avait donc un but touristique, mais il a du mal à s'imposer. Pourquoi ? Parce que la Suisse est à ce moment-là très anticommuniste et on n'accepte pas trop cette ouverture au monde et notamment aux films du bloc de l'Est. Donc on arrive à une presque faillite du festival dans les années 60-70 avant un redressement qui est la partie qui m'a intéressée pour mon travail, c'est-à-dire les années 80 et 90 avec les directions de David Streif et de Marco Müller qui ont mené à une véritable prospérité du festival. Donc tout au long de son histoire, on se retrouve vraiment à opposer l'aspect artistique à l'aspect économique, savoir si on veut privilégier les cinémas, l'art, ou si on veut vraiment sauver économiquement et mettre en place des attractions touristiques qui vont apporter et amener le plus de personnes possible. Ça devient donc particulièrement un espace d'expérimentation et de diffusion des cinémas du Sud global sous David Streif puis Marco Müller, donc entre 1982 et l'an 2000. Donc si je devais résumer un peu ce que j'ai pu découvrir dans mon travail, c'est que le Festival de Locarno, il a su évoluer et s'adapter avec le temps au paysage cinématographique mondial, mais il reste malgré tout fidèle à son objectif de faire émerger de nouveaux réalisateurs du monde entier. Bonsoir à toutes et à tous. Donc pour ma part, j'ai choisi un festival un peu moins connu, je dirais, que les 3 premiers qui vous ont été présentés,
puisqu'il s'agit du festival de Mar del Plata. Alors si vous n'avez pas où c'est, il n'y a pas de souci. C'est en Argentine, dans la province de Buenos Aires. Donc c'est le seul festival de l'hémisphère sud dont on va vous parler ce soir. Alors, c'est un festival qu'on qualifie de généraliste, c'est-à-dire, comme Locarno au début de sa programmation, que c'est un festival qui montre un peu de tout. Donc c'est une vitrine en gros de ce qui se fait dans le monde en général. Et le festival de Mar del Plata, il a une histoire plutôt originale dans le sens où il a été mis en place pour sa première édition en 1954 par le président de l'époque Juan Domingo Perón, qui est un président totalitaire qui avait vraiment un contrôle sur toutes les facettes de la société. C'est donc pas étonnant qu'il ait mis en place un festival de films pour choisir ce qui se montrait et ce qui allait être vu par les Argentins, et aussi donc ce que les Argentins montraient au monde. Et pourquoi la ville de Mar del Plata, qui n'est donc pas une ville très connue, pour les gens en général qui ne connaissent pas particulièrement l'Argentine, eh bien en fait parce que c'est une station balnéaire. Donc Mar del Plata, en fait, ça a été choisi dans un but touristique, tout bêtement. Donc en dehors du festival, c'est une ville d'environ 200 000 habitants, et pendant le festival, on passe à 1 million d'habitants. Donc la nuance est vraiment impressionnante. Le festival a un gros impact, en tout cas du point de vue touristique. Dans la deuxième partie des années 50, le président Perón a été chassé du pouvoir. Le festival s'est arrêté avec son départ. Et en 1959, donc en Europe, je pense que vous êtes un peu au courant que dans les années 60, il y a le mouvement dit de la nouvelle vague du cinéma, notamment en France. Et en fait, ça a quand même impacté le monde entier, notamment l'Argentine. Et il y a eu cette volonté de faire vraiment un festival par les cinéphiles, pour les cinéphiles. Donc c'est là le moment où on considère vraiment la vraie naissance du festival de cinéma de Mar del Plata, c'est 1959. Donc pour le travail que j'ai fait, j'ai pris cette date comme date de départ et je me suis interrogée sur est-ce que l'histoire de l'Argentine, donc qui est à cette période assez compliquée, on enchaîne entre démocratie, semi-démocratie, dictature, et je voulais savoir à quel point un festival pouvait vraiment vivre dans un contexte politique si compliqué. On voit que la chronologie, elle est un peu difficile. Il y a eu en effet des impacts. Donc le festival, il a lieu sans discontinuité entre 1959 et 1966. Ensuite, il y a eu un gouvernement dictatorial du général Onganía. Donc on a eu une pause en 67, une reprise en 68, une pause en 69 et une reprise en 70, avant une pause de 26 ans. Donc le festival, il a repris que en 1996 et depuis, on espère que ça va continuer comme ça pour eux, mais il n'y a pas eu d'interruption. Quelque chose qui est quand même important à souligner dans le festival de Mar del Plata, c'est que c'est un festival qui se vante comme voulant mettre la liberté d'expression au centre. Et donc la question de recherche principale de mon travail, c'était de savoir qu'est-ce que ça veut dire liberté d'expression dans un pays anticommuniste qui a été quelquefois gouverné par des dictatures. Est-ce qu'on peut vraiment voir ça dans les films ou non? Et je pense que des éléments de réponse vont vous être donnés à la suite pendant cette table ronde. Merci pour ce suspense. Vous voyez donc un peu la démarche de ce séminaire en voyant ces différents festivals qu'on ne peut pas analyser seul. Ces festivals sont toujours ancrés dans un territoire avec des enjeux touristiques, comme on peut le voir. Les festivals, ils sont toujours en lien avec d'autres festivals, en concurrence, comme on le voit avec Moscou et Karlovy Vary. Ils sont dans des contextes politiques aussi, spécifiques, comme à Moscou, comme Mar del Plata. Et donc le discours qui émerge de ces festivals est lié à tous ces enjeux-là. C'est ce qu'on a répété, ce qu'on a remarqué tous ensemble pendant le semestre, c'est que finalement, quand on analyse un festival, il n'y a pas que les projections de films. Il y a toute une série d'éléments qui entourent le festival, comme ce qu'on fait aujourd'hui, des tables rondes. C'est quelque chose qui anime en général aussi tous les festivals, les rencontres qui peuvent s'y produire, que ce soit dans ce cadre ici, ou autour d'une bière, ou dans un restaurant. C'est souvent assez lié. Dans le festival, il y a quand même le mot fête. Mais ce qu'on s'est interrogé pendant le semestre, c'est de voir un petit peu comment ce cinéma
du Sud global qui émerge à partir des décolonisations, avec ce besoin des pays qui se décolonisent de pouvoir produire leur propre regard sur la réalité du monde, puisque le cinéma était avant en main coloniale, hein, c'était les colons qui amenaient le cinéma dans les colonies pour diffuser des images venant de l'Europe, pour christianiser, pour ce qu'on appelait civiliser à l'époque. Et à partir des décolonisations, les cinéastes ont envie, et les cinéastes des pays décolonisés ont envie de produire leur propre regard. Et la question qu'on s'est aussi posée, c'est justement de se demander si ces festivals ont permis à ce regard d'être diffusé, d'être présenté, de lui donner une place. Et peut-être je vous pose d'abord la question à vous, puisque vous avez, vous, analysé un festival du Sud global, hein, puisqu'il se situe en Argentine, avec quand même des défis archivistiques considérables, hein, quand on travaille depuis Fribourg pour travailler sur un festival argentin. Mais ce qu'on peut se poser comme question est, voilà, est-ce que les festivals qui ont eu lieu dans le Sud global ont été peut-être plus ouverts à ce regard-là que d'autres? Alors, pour une question intéressante, une réponse peut-être un peu décevante, puisque en commençant ma recherche, j'ai pensé tout à fait que le festival mettrait certainement en avant des films argentins et des films latino-américains en général, puis ensuite d'autres films peut-être africains ou asiatiques. Et à ma grande surprise, ça n'a pas du tout été le cas. Donc à ce moment-là, il m'a fallu me demander, mais comment ça se fait en fait qu'un festival du Sud global ne mette pas en avant les films du Sud global? Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que, de nouveau, on peut faire un relatif parallèle avec l'histoire politique qui se cache là derrière, puisque les pays du Sud, en tout cas l'Argentine peut-être, avait quand même une volonté de s'autonomiser un peu au niveau économique, et donc de montrer que c'est un pays qui peut faire autant que les pays du Nord. Et donc l'Argentine ne s'est pas présentée comme un autre pays du Sud, mais comme un pays qui a un festival d'autant grande importance que celui de Cannes, celui peut-être de Venise, ou en tout cas il a pris en référence celui de San Sebastián en Espagne. Donc le festival de Mar del Plata va présenter une grande majorité de films du Nord, et pas de n'importe quel Nord, du Nord occidental. Donc on aura beaucoup de films américains, de films français, de films italiens, espagnols. On aura beaucoup moins de films du bloc de l'Est et encore moins de films du Sud. Donc les seuls films de pays du Sud que l'on retrouve en Argentine sont des films argentins, des films brésiliens et des films mexicains. Pour ceux qui s'y connaissent peut-être un peu plus en histoire du cinéma, ça peut paraître étonnant parce qu'on sait que Cuba a une industrie cinématographique assez prolifique. Mais en fait, là, la réponse, elle est de nouveau liée à la guerre froide, puisque en 1959, il y a la révolution cubaine. Donc Cuba devient un pays communiste et s'aligne sur Moscou. Et l'Argentine, qui est restée fortement anticommuniste, va couper tout lien avec Cuba. Et donc même au niveau culturel, au niveau du cinéma, on ne va jamais recevoir de films cubains de toute la période de la guerre froide au festival de Mar del Plata. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à part Mar del Plata, il y a évidemment d'autres festivals en Amérique du Sud, alors aussi des plus petits festivals, mais il y en a notamment un au Chili qui s'appelle Viña del Mar et un autre à Cuba, à La Havane. Et ce sont deux festivals qui sont spécialisés dans les films d'Amérique du Sud. Donc il y a aussi cette fenêtre qui est faite pour les films du Sud au Sud, mais ce ne sera pas le cas de Mar del Plata. Merci. Alors, est-ce qu'il faut plutôt revenir vers un festival qui avait cette ambition de s'ouvrir justement à ces films du Sud global ou de ce qu'on appelait le tiers-monde, comme le festival de Fribourg? Est-ce que là, vous pouvez peut-être nous en dire plus sur les ambitions qui ont animé peut-être les premiers acteurs de ce festival? Et puis, est-ce que les résultats ont correspondu un petit peu à leur vision des choses, ou est-ce que vous avez plutôt vu des divergences entre des fois aussi les contraintes, hein, un festival est aussi sous des contraintes économiques, de circulation? Oui, alors, comme peut-être je ne l'ai pas encore précisé au début, pour peut-être ceux qui ne savent pas, qu'initialement, justement, le FIF s'appelait le Festival de films de tiers-monde.
et que c'était vraiment le premier ou un des premiers festivals spécialisés thématiquement justement sur cette région géographique. Alors un an avant ça, il y avait le Festival des Trois Continents à Nantes qui a été fondé. Et puis ici à Fribourg, on a suivi aussi justement cette direction. Alors évidemment que Locarno ou bien aussi Nyon diffusaient déjà à l'époque des films du Sud, mais c'est vraiment ici à Fribourg qu'on va essayer de faire une spécialisation thématique et de vouloir vraiment diffuser les films provenant du Sud global. Alors comme je l'ai expliqué avant, évidemment qu'il n'y a que deux personnes aujourd'hui, et l'histoire a voulu ainsi qu'on retienne Magda Bossi et puis Yvan Stern, mais derrière ces deux personnes et puis les différentes organisations, c'est vraiment tout un mouvement en fait qui est derrière ce festival. C'est un mouvement autant qui peut être mené par justement par le militantisme, l'activisme ou des revendications de groupe, mais aussi par rapport à l'État. Il faut savoir que ce festival intervient assez tardivement par rapport aux autres dans les années 80, mais c'est vraiment un long processus qui s'opère ici en Suisse. À partir des années 60, justement, on va essayer de rediriger au final la coopération avec les pays du Sud. Il faut savoir que dans l'après-guerre, justement, la Suisse était vraiment axée sur l'aide financière, à proprement parler, et que c'est vers la fin des années 60 qu'on va commencer à essayer de se réorienter justement vers la culture et de vraiment on va plus prôner la coopération et le discours, le dialogue. Il y aura beaucoup d'échanges et de diplomatie culturelle, davantage que de la diplomatie financière. Et au final, c'est dans ces processus-là qu'on va voir qu'il y aura le mouvement tiers-mondiste suisse qui va porter justement les revendications qui seront au final présentes dans le festival. Parce qu'au final, quand le festival est créé, j'ai pu les noter, mais au final, il y a 4 points principaux. Les buts, les motivations de ce festival, c'est de sensibiliser le public aux œuvres du Sud, premièrement. Le deuxième, c'était de promouvoir un dialogue interculturel. Alors en invitant des cinéastes, en discutant avec eux, en essayant d'échanger sur les réalités des différentes sociétés. Aussi d'encourager, et ça c'est un point qui a énormément été mis en avant ici à Fribourg, c'est d'encourager la diffusion des films, au final d'encourager les distributeurs à acheter, puis à essayer de montrer ces films ici en Suisse. Et puis le dernier, et sans doute aussi très important, c'est d'exposer les difficultés ou les réalités que vivent justement ces pays-là. Alors justement au début, dans mes résultats, on peut voir moi j'ai vraiment essayé de me concentrer sur un dispositif composé de personnes, de discours et de pratiques. Alors pour les personnes, j'ai pu voir ça à travers l'organisation, qu'évidemment le festival se professionnalise et doit à un certain point dans son histoire se conformer à des structures, on va dire, qui sont similaires à celles de Locarno. On va essayer d'avoir un aspect promotionnel, mais il faut aussi savoir qu'à l'intérieur justement de ces structures, il y a toujours encore les organisations humanitaires ou bien qui s'apparentent justement au mouvement tiers-mondiste, qui veulent mener justement les revendications des pays du Sud. Et dans ce sens-là, ça c'était pour l'aspect plutôt des personnes, mais dans le discours, c'est là où vraiment il y a le plus d'informations qui nous parviennent. Entre 1980 et 1994, dans un espace de 14 ans, le discours il change de manière très intéressante, car au début, on est vraiment dans une volonté de vouloir montrer au peuple suisse, justement, qu'est-ce qui se fait au Sud, et essayer vraiment de promouvoir cela. Et on peut voir que, et ça on y reviendra peut-être plus tard, que la guerre froide va jouer un changement de perspective, justement, dans le Sud. Donc, je pense que c'est principalement ça qui est cherché à Fribourg. Au final, si au tout début, et je vais terminer par ça, si au tout début on va essayer de promouvoir les films du Sud, car on estime justement qu'il y a une mainmise particulièrement occidentale, américaine, sur le secteur cinématographique, on dit voilà, ces gens-là, ils sont insuffisamment représentés ici en Occident. Vers la fin de mon étude, on va vraiment voir que les influences de la guerre froide ont fait changer la perspective de manière à considérer le Sud, non pas justement comme on doit le soutenir, mais eux, ils ont beaucoup à nous apporter. On doit beaucoup s'inspirer et de prendre exemple sur eux. Mais ça, on va y revenir plus tard. Ouais. Merci. Vous avez évoqué le festival de Locarno. Vous l'avez étudié un petit peu à la même période que le festival de Fribourg, avec un changement de direction, avec l'arrivée de Marco Müller. Est-ce qu'on est dans la même ligne que le festival du film, et puis est-ce que le rôle d'un directeur, est-ce qu'il est important dans peut-être la mise en place ou de nouveaux choix qui sont opérés dans ces
dans ces films qui viennent du Sud global, et peut-être aussi, et ça n'a pas encore été évoqué, mais de quel Sud global on parle? Est-ce qu'on parle de l'Afrique, de la Chine, peut-être si vous pouvez nous en dire plus. Alors déjà, j'aimerais mettre en avant qu'on parle Locarno met beaucoup en avant cet aspect d'ouverture au monde. Après, sur une étude quantitative, je me suis quand même rendu compte qu'il y a une énorme majorité de films qui viennent d'Occident et de Suisse. Mais malgré tout, ils ont voulu s'ouvrir au Sud global. Donc, comme on en a parlé, il y a eu d'abord une première ouverture avec les nouvelles vagues cinématographiques, mais c'était très largement limité avec la guerre froide et l'anticommuniste suisse. Et c'est réellement, du coup, comme on vient de le dire, dans les années 80, qu'on a, dans un premier temps, une professionnalisation du festival et donc un intérêt tout particulier pour le cinéma indépendant, que ce soit d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Asie. David Streif, qui était donc en place à ce moment-là, a mis beaucoup de sections en place, notamment une section pour récompenser de jeunes réalisateurs, que ce soit en Suisse, mais aussi dans des pays du Sud global. Et pour répondre à la question assez orientée, Locarno est assez lié dans l'imaginaire, en tout cas avec l'Asie, et c'est notamment dû à la prise de présidence de Marco Müller, qui est connu pour être quelqu'un qui aime vraiment la culture chinoise, et donc il engendre un essor cinématographique asiatique. Et ça se voit notamment dans une programmation de films chinois et asiatiques, mais aussi et surtout en fait avec l'intégration de films asiatiques dans la compétition officielle. Au niveau des chiffres, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de films asiatiques que ça à cette période, en pourcentage pur, mais c'est plutôt dans la compétition officielle qu'on se rend compte qu'il y a effectivement plus de films asiatiques sur cette période, même si en réalité David Streif avait déjà engendré un tournant vers l'Asie. Du coup, Locarno devient vraiment un lieu du cinéma indépendant asiatique, et surtout après la chute du bloc soviétique, qui permet donc de se tourner vers d'autres intérêts et vers d'autres cinémas. Ce séminaire est surtout tourné, dans le titre, est tourné autour de l'Afrique. Malheureusement, Locarno n'est pas trop tourné autour de l'Afrique, honnêtement. C'est dans la période que j'ai étudiée, c'est vraiment l'Asie qui ressort. Il y a eu un intérêt, bien sûr, pour les pays soviétiques, notamment durant les années de la fin du bloc soviétique. Aujourd'hui, donc ça dépasse mon étude, mais j'ai pu lire qu'on a désormais une nouvelle section pour soutenir des films issus de régions sous-représentées. Donc chaque année, on choisit une région et on présente des films sur cette région. Donc peut-être que de nos jours, l'Afrique est un peu mieux représentée que durant les années 80 et 90. Et j'aimerais aussi souligner le fait que cet intérêt pour la Chine, donc surtout, c'est pas lié à la géopolitique, c'est surtout lié vraiment à l'intérêt de Marco Müller. Donc pour répondre à la question, le changement de direction a bien sûr aussi influencé un changement de choix, même si c'est pas seulement le directeur qui choisit tous les films, mais on ressent quand même que la Chine est plus représentée à ce moment-là de son histoire. Il y a aussi une corrélation quand même avec la géopolitique, c'est pas seulement des envies. Pour le bloc soviétique, on remarque qu'à la chute du bloc soviétique, il y avait beaucoup moins de films, et d'un coup en 1990, ça représente 50% de tous les films diffusés au Festival de Locarno, du fait d'une rétrospective à ce sujet. Donc on voit quand même que Locarno essaye de suivre ce qui se passe dans le monde, suivre l'intérêt des gens dans leur programmation. Merci. Donc ici, pas l'Afrique. Est-ce que du côté de Moscou, on a promu peut-être plus
ce cinéma-là, sachant quand même que des gens comme, pour reprendre les réalisateurs dont on voit les films au FIF, comme Sarah Maldoror, a été première cinéaste, elle vient de Guadeloupe, mais elle a tourné ses films en Afrique, première cinéaste femme du continent africain, en tout cas au sud du Sahara. Ousmane Sembène, qu'on qualifie très souvent du père du cinéma africain, a aussi étudié à Moscou. Donc est-ce que là, ce festival-là, est-ce qu'il a joué cette carte-là, ou comment il s'est positionné par rapport à ce cinéma du tiers-monde? Alors oui, totalement, en ce qui concerne donc le festival de Moscou. Il faut savoir en fait que en parallèle du relancement du festival, l'Union soviétique, sur le plan, donc, plan politique, même je dirais plus la politique étrangère, cherche à se rapprocher des pays du Sud global, notamment des pays fraîchement décolonisés, et établit de nombreuses aides, collaborations donc, avec ces pays du Sud global, qui servent donc à un rapprochement, en fait, outre le rapprochement diplomatique, un rapprochement en fait idéologique, parce que l'Union soviétique cherche en fait à saper, si vous voulez, l'influence américaine et européenne dans ces régions. Elle signe donc, comme je disais, des accords de coopération culturelle, notamment en matière cinématographique, on y reviendra, je veux dire. Et on peut voir que donc, dans cette assistance culturelle, qui est complétée bien évidemment par des assistances économiques, des coopérations également militaires, le cinéma, sur le plan culturel, occupe un rôle prégnant. Que ce soit donc avec l'envoi de matériel cinématographique, donc des caméras, des équipements pour des salles de cinéma, etc., ou par l'accueil d'étudiants africains ou asiatiques dans les prestigieuses écoles de cinéma du bloc de l'Est. Parmi ces écoles, je peux en mentionner quelques-unes, on va dire les trois principales, que sont le VGIK à Moscou, que vous connaissez peut-être, ou l'école cinématographique de Łódź en Pologne, ou bien même la FAMU, également école cinématographique, cette fois-ci de Prague en Tchécoslovaquie. Et on voit donc certains futurs, si vous voulez, cinéastes qui sont justement passés par ces écoles, notamment Ousmane Sembène. Et donc, en fait, le festival de Moscou, si vous voulez, s'intègre vraiment dans cette diplomatie, dans ce processus diplomatique de l'URSS avec le Sud global. On voit que le festival, en fait, devient vraiment l'opportunité, si vous voulez, d'illustrer les bonnes relations entre l'Union soviétique et certains États du Sud. Et donc, on voit vraiment que le festival s'impose dans cette dimension-là, que ce soit sur le plan de la programmation. Beaucoup de festivals du Sud global sont présentés dans des catégories principales, parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, en parallèle, dans d'autres festivals de même ampleur, tels que Cannes, Venise ou Berlin, le cinéma du Sud global, donc qu'on pourrait appeler également cinéma émergent, a une moins grande place, importance, et est souvent relégué à des catégories dites secondaires. Je prends par exemple l'exemple de la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes, qui est vraiment une catégorie annexe et inférieure à la compétition principale. À Moscou, il y a cette idée vraiment d'intégrer le Festival du Sud global dans les mêmes catégories et au même rang, si vous voulez, que le festival soviétique ou même américain, européen, etc. Concernant donc les pays du Sud présents à Moscou, on voit bien évidemment, comme je disais, une corrélation entre les liens diplomatiques et la représentation de films du Sud au festival, mais on peut également le voir aussi dans la composition du jury. Il faut savoir qu'à la différence d'autres grands festivals à nouveau tels que Cannes, Venise, assez rapidement, nombreux membres du jury sont issus du Sud global, ce qui n'est pas forcément donc le cas, comme je disais, pour d'autres festivals. Et il y a cette volonté-là. Au niveau de ce que j'ai pu
voir dans ma recherche et donc dans la partie analyse quantitative, on voit que le Sud global est présent au festival, toute compétition confondue, à la hauteur toujours plus ou moins de 20 à 40%, ce qui est assez élevé à la différence d'autres festivals. Je vous le disais donc, ce festival représente les relations diplomatiques. Et je vais vous donner un exemple concret, qui est en fait le cas de la Chine. Donc ici, on n'est pas sur un pays décolonisé, une ex-colonie ou quoi que ce soit, mais on est sur un pays qui entretient de bonnes relations avec l'Union soviétique au début du festival, au début de son relancement, donc autour des années 59, mais assez rapidement, ce pays qui est très présent, que ce soit par des représentants au sein du jury du festival ou par ses films à Moscou, va rapidement un peu s'éclipser du festival, dû notamment à des désaccords militaro-politiques entre les deux États, c'est-à-dire la Chine et l'Union soviétique. Et il faut attendre 1983 pour revoir une attestation de la Chine au festival, que ce soit par le biais d'un membre dans le jury ou un film tout simplement présenté. Pour ce qui concerne vraiment la présence continentale, quel Sud global, si vous voulez, est vraiment représenté à Moscou, on voit que ça varie en fonction aussi de la situation géopolitique et des priorités en matière de politique extérieure de l'Union soviétique. On peut voir notamment qu'aux indépendances africaines, de nombreux films africains commencent à être présents, et plutôt de manière importante, au festival. Que ce soit, donc, comme je disais, des films ou des membres du jury issus donc, de pays africains. Également, je pourrais donner des exemples de films. Je pense notamment au premier long métrage algérien, donc attesté dans l'histoire du cinéma algérien, qui est primé au Festival de Moscou, donc au lendemain de l'indépendance algérienne, qui est le long métrage Al-Salam Al-Walid, traduit par Une si jeune paix en français, réalisé par le français, mais d'une production algérienne, mais par le français pro-FLN Alain Charby. On voit aussi assez rapidement qu'il n'y a pas qu'une histoire de nationalité et de relations diplomatiques entre les pays des films présents ou des membres du jury et le festival, mais il y a également aussi les sujets qui sont traités. Je le disais, on est dans un contexte de décolonisation, et effectivement, au festival de Moscou, on met à l'honneur les luttes anti-impérialistes, et donc la plupart des films du Sud global, plus particulièrement de l'espace africain, portent justement sur la décolonisation et les luttes indépendantistes, démontrant à nouveau la portée politique en fait, du festival. Et il y a vraiment, en plus de cette volonté de souligner, je dirais, l'amitié afro-soviétique ou soviéto-asiatique, il y a vraiment l'envie de mettre en valeur, si vous voulez, l'anti-impérialisme qui serait ici porté en fait par le festival et qui serait l'une des valeurs principales du festival. Merci. Donc on voit, hein, ces festivals, ce sont des caisses de résonance de la géopolitique. Et puis c'est vrai que la guerre froide est toujours un peu en filigrane. Une guerre froide qu'on a encore tendance beaucoup à imaginer comme des blocs comme ça, un peu hermétiquement fermés les uns aux autres. Et pourtant, la question qu'on s'est aussi posée dans le cadre de ce séminaire, c'est de voir si les festivals ont pu aussi être des lieux de dépassement de ces blocs, de ces confrontations idéologiques. Et je crois que vous vouliez parler aussi de la dimension de la guerre froide sur le Festival international du film. Je pense que c'est aussi intéressant de le voir, surtout que vous l'avez aussi analysé, ce lien entre festival et guerre froide dans des années qui sont moins connues de la guerre froide. On a quand même beaucoup étudié les débuts de la guerre froide, la confrontation très frontale entre les blocs. Par contre, les années 80,
où les choses évoluent. On parle de deuxième guerre froide, mais en même temps de fin de la guerre froide. Quel a été l'impact de ces événements sur le festival et peut-être les choix qui ont été effectués? Alors, comme j'ai pu le dire au début, si le festival de films de Fribourg justement est composé initialement justement de mouvements tiers-mondistes et que justement ces mouvements-là essaient de revendiquer sur le territoire occidental des luttes provenant de ces pays-là, on peut déjà partir d'une idée, de se faire une idée au début du travail, de se dire ok, peut-être ce sera orienté dans cette direction-là. Et au final, moi, dans mon travail à moi, avec des études quantitatives, de prendre les provenances des films, de voir d'où est-ce qu'ils viennent, de faire des statistiques et essayer de confronter ces chiffres avec justement des contextes politiques, on peut clairement dégager des constats assez intéressants. J'aime bien la phrase que j'avais mise dans mon travail qui disait, c'est de Kutzing et puis Moine, qui disait donc les festivals interagissent constamment avec le contexte politique et culturel contemporain le plus large. C'est évidemment le cas pour le FIF. J'ai quelques exemples pour chaque édition, d'essayer de voir en fait quel pays est majoritairement représenté ou surreprésenté au FIF dans les programmations. Alors évidemment, là, pour la première édition, dans l'édition de 1980, c'est principalement le continent, et non pas un pays, mais le continent africain qui est présenté. On a des films de Cameroun, du Mali, du Sénégal. Et puis là, je pense que pour une première édition, dans le discours qui est prôné, c'est vraiment essayer justement de dénoncer l'impérialisme, de dénoncer au final toutes ces interventions des 10 blocs qu'on pourrait s'imaginer, de dire voilà, autant l'Occident que l'Orient se battent pour ce continent. Et il y a vraiment une discussion axée sur le protectionnisme culturel. Yvan Stern en fait référence dans les catalogues. Et après, on peut voir d'autres évolutions à travers le temps. Car, par exemple, pour la deuxième édition du FIF, c'est le Brésil qui est principalement représenté. Donc là, on n'est plus sur le continent africain. Mais on peut faire quand même des liens intéressants. On peut voir que dans ces années-là, le Brésil traverse quand même une phase aussi assez tendue. On peut voir qu'on est sur la fin d'une dictature, il y a d'importantes manifestations. Donc on peut quand même se demander est-ce que le FIF va programmer un pays dont le contexte est justement instable. Il y a d'autres exemples comme celui du Burkina Faso où là c'est évidemment explicite. Alors c'est le pays qui est le plus représenté dans la programmation, mais on peut voir que dans ces années-là justement on vient de passer différents coups d'État successifs dans le pays. On arrive avec Thomas Sankara et à ce moment-là justement on voit qu'il y a d'importantes réformes agraires dans le pays, des réformes aussi politiques et qu'il y a aussi des conflits ouverts avec le Mali. Et dans le catalogue de présentation du FIF, cette année-là justement il y a une dénonciation ouverte contre Thomas Sankara qui justement l'accuse d'utiliser la culture comme moyen, on va dire, d'oppression. Et donc, on peut vraiment voir qu'à travers différentes années, il y a une interaction constante entre les programmations qui sont faites, et notamment avec les surreprésentations. Je ne vais pas toutes les faire, mais il y en a aussi une qui était assez intéressante, et pourtant, ça survient après la fin de la guerre froide. C'était l'année 1993. Le FIF programme principalement des films de Cuba. Alors on se dira, voilà, c'est terminé. Et puis pourtant, on peut quand même faire des rapprochements. Là, c'est beaucoup moins explicite que pour l'exemple du Burkina Faso. Mais cette année-là, on peut faire le lien avec un nouveau embargo américain à l'encontre de Cuba, avec vraiment des fortes sanctions économiques. Et on peut voir quand même que la surreprésentation au programme de Cuba, elle est prépondérante. Sachant toujours que depuis le début, le FIF a toujours été ouvertement opposé à cette hégémonie américaine. Donc là, encore une fois, ça se ressent même après la fin de la guerre froide. Donc dans ce sens-là, il y a quand même une interaction qui est toujours constante et aussi de la part de l'État. C'est très intéressant parce qu'à partir des années 88, si je ne me trompe pas, il y a toujours une allocution du conseiller fédéral. Généralement, un conseiller fédéral est membre du comité d'honneur. Et là aussi, on a pu faire des liens, par exemple. Pour l'année 1992, c'est la Tunisie qui est le pays le plus représenté dans la programmation. Et on se dit, alors il n'y a aucune communication de la part des membres du comité du FIF, mais néanmoins, dans l'allocution du conseiller fédéral, c'était, si je ne me trompe pas, René Felbert, il y a quand même ce parallèle avec l'actualité politique qui se déroule en Tunisie. À ce moment-là, il y avait donc une nouvelle élection qui avait eu lieu quelques années plus tôt. En 89, il y a le président Ben Ali qui est élu. Et c'est le début d'un régime assez autoritaire où il y a d'importantes répressions de différents groupes et de minorités ou même pas. Mais il y a vraiment une forte répression. Et le conseiller fédéral, je ne me rappelle plus vraiment les termes exacts, mais exhortait le public suisse justement à se défaire des préjugés qu'on pouvait avoir de
ce qui pouvait être décrié par ce régime autoritaire et inviter justement la population suisse à s'intéresser à toute forme de culture et se défaire de l'actualité qui se passait. Là, on peut aussi peut-être faire une hypothèse, se dire à ce moment-là, dans cette allocution, le Conseil fédéral peut-être pense aussi à la population qui vit en Suisse et qui est d'origine tunisienne, et c'est justement de se défaire, ou sans prendre position, mais de se défaire de cette situation-là. Donc c'est vraiment intéressant parce que concrètement, le FIF interagit constamment, en tout cas pour ma période jusqu'en 1994, constamment avec les événements qui sont liés à la géopolitique. Et ce n'est pas forcément parce que la guerre froide se termine entre 89 et 90 que on ne va pas continuer à discuter de ça après. Donc ça se poursuit. Est-ce qu'on observe un peu les mêmes choses pour le festival de Locarno? On sait quand même que le festival de Locarno a un peu quand même une histoire de sortir un peu la Suisse du réduit dans les années 60 en octroyant des prix à des cinéastes du bloc communiste comme Krzysztof Zanussi ou Miloš Forman. Comment ça se passe dans les années 80? Est-ce qu'on ressent encore ces tensions, ou bien est-ce que le festival accompagne finalement la fin de la guerre froide en donnant de nouveau peut-être la parole à ces cinéastes de l'Est? Alors effectivement, comme vous venez de le mentionner, le festival de Locarno, il a quand même une histoire assez entremêlée avec l'anticommunisme qui l'a empêché de vraiment se développer au début, notamment de sa création en 1946 jusqu'aux années 70, où l'anticommunisme était particulièrement fort, ce qui limitait donc la présence de films qui venaient des pays de l'Est. Et c'était surtout dû aux critiques des journaux suisses et surtout suisses alémaniques à ce sujet. Mais malgré ces tensions, Locarno cherche quand même à mettre en avant certains films de l'Est et du Sud global. Mais on peut avoir cet exemple notamment en 1968 avec l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'URSS, où ça fait vraiment un retentissement dans toute l'Europe, et la presse suisse critique fortement Locarno. Il l'accuse même d'être totalement gauchiste du fait de programmer des œuvres soviétiques. Et dans les années 70-80, avec la détente de la guerre froide, on peut voir qu'il y a plus de films soviétiques qui sont diffusés. Notamment, on met en avant les bouleversements socio-économiques et politiques dans les pays de l'Est. Mais malgré tout ça, certains journaux continuent à critiquer Locarno d'être un festival rouge. Donc même dans une période de détente, Locarno ne se débarrasse pas totalement de cette étiquette de pro-socialiste, pro-soviétique. Et c'est vraiment avec la chute de l'URSS qu'on a une reconfiguration de la programmation. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, du fait qu'il n'y a plus d'URSS et que Locarno pourrait enfin se débarrasser de cette étiquette, on se rend compte qu'à l'inverse, mis à part l'année 90 dont je viens de vous parler, qui a un taux de 50% de films soviétiques du fait de rétrospectives et de sections nationales, à la suite de ça, on voit vraiment une augmentation de films asiatiques et des autres régions du monde, et plutôt un taux de films soviétiques qui descend continuellement. Donc la fin de la guerre froide ne permet pas aux films de l'Est de prendre de l'ampleur au festival de Locarno, mais à l'inverse permet de laisser la place à des films d'autres régions du monde. Donc comme on en a parlé avec le FIF, Locarno reflète les tensions géopolitiques par sa programmation, et elle reflète aussi les dynamiques culturelles et politiques. Et ça sert vraiment de tremplin pour les réalisateurs contestataires. La guerre froide a donc un impact total quand même sur Locarno. Et avec la fin de la guerre froide, on voit à l'inverse une mondialisation du cinéma. Marco Müller cherche aussi à faire vendre un peu plus son festival en mettant en avant tant des œuvres de cinéma émergent que des blockbusters, pour vraiment attirer les gens et se dire que s'il y a beaucoup de gens qui viennent, avec un peu de chance, ils regarderont aussi du cinéma plus axé sur le côté qualitatif de l'art. Et
ça devient vraiment surtout une plateforme pour le cinéma asiatique plus qu'autre chose. Merci. Et donc j'imagine, bon, comparaison n'est pas raison, on ne va pas comparer la Suisse et l'Argentine, mais c'est vrai que l'Argentine a eu quand même très longtemps un pouvoir très anticommuniste, donc on peut s'imaginer qu'à Mar del Plata, on n'a pas beaucoup vu de films du bloc communiste. La guerre froide a joué un rôle aussi important sur ce festival. Oui, alors la guerre froide a joué un rôle tout à fait important. Mais ce qui est aussi intéressant à faire, c'est de dézoomer un tout petit peu la focale et revenir un poil avant le début du festival pour voir en fait ce qu'il en était de l'Argentine. Parce que comme M. Gilabert a dit avant, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à voir la guerre froide comme un conflit Est-Ouest très clairement séparé, presque schématiquement, j'ai envie de dire. Et des fois, pour les pays du Sud, on ne sait pas trop de quel côté ils étaient. Et en fait, l'Argentine, ce qui est intéressant de mentionner, c'est quand même avant de devenir fortement anticommuniste, c'était un pays qui était dans ce qu'on appelle la tercera posición, c'est-à-dire que c'est un pays qui s'alignait ni sur Washington, ni vraiment sur Moscou. L'Argentine voulait vraiment rester un peu de son côté vers le mouvement plus tard qui s'est appelé celui des non-alignés. Donc au début du festival, on est quand même toujours un peu dans cet état d'esprit-là. Donc on a une représentation qui est quand même, je vais dire, pas équilibrée, mais on a quand même des pays communistes qui sont représentés, un peu moins que des pays capitalistes, et les pays qui sont le moins représentés sont les pays du Sud. Mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'année 59 est un grand tournant avec du coup la révolution cubaine. Et puis l'année qui sera encore plus importante pour l'Argentine, c'est 66. Donc c'est justement le début de cette dictature militaire. On va vraiment cette fois devenir très anticommuniste. Donc il y aura la censure officielle étatique qui sera organisée et tout ça. Et donc on pourrait s'attendre à ce qu'on n'ait plus aucun contact avec le bloc de l'Est. Eh bien, c'est pas ce qui se passe. Alors au contraire, on a vraiment une continuité au niveau des chiffres. Si je peux juste donner un exemple tiré un peu au hasard. Donc l'année, par exemple, 59, du coup, au début du festival, on voit qu'on a par exemple 12 pays de l'Ouest présents, 5 de l'Est et 2 du Sud. Et en 68, on a 8 pays de l'Ouest, 5 de l'Est et 3 du Sud. Donc on a des chiffres qui sont restés relativement stables. Et là, je vous ai donné un exemple par pointage, mais c'est globalement resté stable. Pourquoi ? Eh ben, en fait, simplement parce que c'est un des seuls points de contact possibles, en fait. Le festival, c'était une des seules zones de rencontre entre l'Est, l'Ouest et le Sud en Argentine. C'est-à-dire que pour un Argentin ou même pour un cinéaste d'Argentine, le festival de Mar del Plata, c'était une des seules possibilités de savoir qu'est-ce qui se faisait en Russie, qu'est-ce qui se faisait en Pologne, qu'est-ce qui se faisait en République tchèque, et vice-versa. On l'a mentionné tout à l'heure, les festivals, c'est pas que des projections de films, c'est aussi des tables rondes. Et en fait, ces tables rondes, c'était vraiment des échanges qui étaient très importants parce que c'était vraiment un moyen de contact entre Est, Ouest et Sud assez important. Mais il faut quand même mentionner que, même si le festival clamait que la liberté d'expression, c'était vraiment une valeur fondamentale, on a quand même affaire de plus en plus à des histoires de censure, même pour les films officiels. Donc ça a quand même posé fortement problème à la fin de la période du festival, avant cette très longue interruption dont je vous ai brièvement parlé tout à l'heure. Et un aspect qui est aussi très intéressant, c'est de savoir que les films ne voyagent pas seuls. En général, ils sont accompagnés d'une délégation. C'est souvent, ça peut être des réalisateurs ou des acteurs principaux, ou même des personnes qui tournent autour de cet univers cinématographique, comme des critiques. Et en fait, sitôt arrivés en Argentine, ces délégations venues de l'Est étaient vraiment contrôlées militairement. Donc ça ne se savait pas, ça ne se disait pas. Mais j'ai pu avoir accès à des choses assez intéressantes que d'autres chercheurs ont dépoussiérées bien gentiment pour moi, dans des rapports de police qui disent très clairement que pendant la projection d'un film où la délégation hongroise, il me semble, était partie présenter son film, les policiers sont rentrés dans leur chambre d'hôtel pour fouiller s'ils n'amenaient pas illégalement du matériel communiste en Argentine. Donc au-delà des projections de films, la guerre froide est très clairement présente dans les mentalités à l'époque. Merci, on se croirait presque un peu dans Tintin. Hein. Peut-être pour Moscou, là on peut imaginer évidemment l'aspect guerre froide, vous l'avez déjà aussi un tout petit peu mentionné, cet aspect vitrine. On peut se poser la question, est-ce que le festival était aussi ouvert à des films
occidentaux, et puis peut-être nous dire un peu ce qu'il est devenu au moment de la chute du mur, enfin en tout cas la chute de l'URSS. Est-ce que ça s'est terminé pour ce festival, ou qu'est-ce que vous avez pu obtenir comme information? Justement, c'est ce qu'il y avait d'intéressant dans le cadre du festival de Moscou, peut-être à la différence d'un autre festival qui était celui de Tashkent. Je rappelle le festival de Tashkent qui était consacré donc particulièrement vraiment au cinéma du Sud global, mais bien évidemment bien moins connu. Celui de Moscou mettait en fait en compétition, si vous voulez, des films de tous les pays, que ce soit axé ouest, est, non alignés, ou également des pays qui étaient difficiles à placer. Donc le festival en fait jouait aussi avec cette idée-là. On peut voir effectivement que la guerre froide a façonné en fait le festival et ses dynamiques, que ce soit même au niveau de la représentation. On sait que le cinéma vietnamien, que ce soit dans le cadre de la guerre froide ou après, était très présent dans le cadre du festival, avec des films s'articulant toujours autour de la même thématique, donc la guerre froide ou ses conséquences, avec bien évidemment les Américains, comment dire ça, comme cible, je dirais, du film. Et cela, bien que au même moment, sur la même édition où il y avait des films vietnamiens, par exemple, qui dénonçaient la politique des États-Unis au Vietnam, la guerre, au même moment, on pouvait retrouver également des films américains à Moscou. Donc, vous voyez, il y avait un peu ce jeu-là, si je peux me permettre, où on n'hésitait pas à tirer, si je peux me permettre, sur certaines nations qui étaient quand même toutefois présentes au festival. Et parfois, en fait, les coupures, entre guillemets, diplomatiques, les tensions diplomatiques qu'on a pu ressentir dans le cadre du festival étaient parfois étonnamment plutôt entre des pays justement de même obédience, donc obédience communiste. J'ai donné l'exemple avant de la Chine, qui était supposément ou en théorie plus proche de l'Union soviétique que des États-Unis, mais on a senti la rupture diplomatique entre les deux États quand la Chine était plus invitée, ce qui n'était pas forcément le cas des États-Unis, où il y avait des réalisateurs américains ou des célébrités américaines qui pouvaient être invités. Et le but était vraiment de démontrer ici que tout le monde était représenté, et c'était plutôt c'était aussi une certaine manière de montrer qu'il y avait une concurrence entre tous les films, qu'ils soient du Sud, américains, de l'Est. Tous avaient la possibilité d'être là, même si on le sait bien sûr que sur certaines représentations ou certains prix, il y avait bien évidemment une influence politique. Et j'ai quelques anecdotes, mais je sais notamment qu'il y avait un film de Fellini, donc grand réalisateur italien, qui a été par exemple boudé par les dirigeants communistes, parce qu'en fait il a remporté le prix principal. Et il faut savoir que pendant la projection du film à Moscou, certains dirigeants communistes, la légende dit, qu'ils se sont endormis pendant le film parce qu'ils ne le considéraient pas assez politique ou assez intéressant, et pas forcément lié aux problématiques qui étaient les leurs et qui les intéressaient à ce moment-là, donc dans ce contexte de guerre froide. Et on sait que donc après, ces mêmes dirigeants ont été très en colère en fait du fait que ce film remporte le prix, et auraient préféré plutôt voir des films d'autres régions et traitant d'autres thématiques entre guillemets récompensés plutôt que ce film-là. Merci. Donc on voit que ces festivals, peut-être par leur caractère représentatif, de représentation, ont pu permettre à ces cinématographies peut-être de circuler, même si on le voit après dans les coulisses. Vous avez montré quelques anecdotes. Les tensions peuvent se retrouver. On peut imaginer aussi dans les lieux de rencontre, à l'intérieur de ces festivals. Pensons aussi que les écoles de cinéma permettaient souvent, en tout cas dans les pays communistes, de pouvoir voir une cinématographie plus occidentale. Donc il y a plusieurs lieux comme ça de rencontres, de zones de contact, comme notre table ronde est intitulée.
Le temps passe vite en votre compagnie et peut-être sous forme de première conclusion avant de donner la parole au public, peut-être vous demander si vous avez un film comme ça ou bien un exemple, enfin plutôt un film, hein, parce que vous avez à la fois analysé, la plupart d'entre vous ont analysé les festivals sur leur programmation, mais ensuite se sont intéressés à quelques exemples, quelques films. Je crois que ça a aussi été relevé. Le contenu des films est quand même intéressant aussi quand on s'intéresse au cinéma. Hein, c'est pas que l'enveloppe. Et peut-être si vous avez quelques exemples, ou un exemple en tout cas de films qui serait très parlant de cette problématique, guerre froide et émergence d'un cinéma des pays décolonisés. Peut-être si vous voulez commencer. Oui, alors j'aurais un exemple qui m'a paru tout à fait pertinent parce qu'au final, de l'intégralité de mon travail, c'est ce qui m'a le plus surprise, c'est de voir que pendant cette période de dictature militaire anticommuniste dont je vous ai déjà beaucoup parlé, eh bien en fait, le prix du meilleur film de l'année 1966 a été attribué à un film tchèque. Donc étonnant déjà, première chose. Et ce film, en fait, en m'intéressant un peu plus, j'ai trouvé qu'il avait une pertinence toute particulière. Donc son titre français, c'est Vive la République. Je ne vais pas vous donner le titre tchèque parce que je vais massacrer la prononciation. Qui est du réalisateur Karel Kachina et scénarisé par Jan Prochaska. Et donc c'est un film qui a été produit en 1965 en République tchèque, qui nous raconte l'histoire du jeune Olin, donc un petit garçon de 12 ans de Moravie, qui voit les chars russes arriver et les Allemands fuir à grands pas. Donc en fait c'est très intéressant, c'est un film qui se situe à la toute fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est un film très politisé. On se demande des fois, moi je me suis demandé comment un pays communiste comme la République tchèque avait le droit de faire des films comme ça, qui étaient quand même à la fois très critiques envers l'Allemagne, mais tout de même envers la situation de la prise de pouvoir des chars bolcheviques sur la République tchèque. Et en fait, si on s'intéresse un peu à l'histoire tchèque à ce moment-là, il y a quand même une libéralisation dans la première moitié des années 60 qui va culminer en 68 avec le printemps de Prague. Donc c'est une période où on a un peu plus libéralisé, où Moscou contrôle moins ce qui se fait dans certains de ces pays satellites, dont la République tchèque. Et donc c'est dans ce microcosme qu'est produit ce film, qui va arriver à Mar del Plata dans un contexte très anticommuniste. Et donc un film qui ose parler, un film de l'Est, qui ose parler de Moscou, pas forcément en positif, ça attire l'attention et donc ça fait de ce film le meilleur film de l'année 66 à Mar del Plata. Donc moi c'est un exemple que je trouvais vraiment assez iconique de ces zones de contact où en fait on voit que les enjeux historiques ne peuvent pas être limités à des cases, que ce qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale a des résonances pendant la guerre froide, ce qui se passe à l'Est a des résonances au Sud. C'est pour ça que vraiment j'ai trouvé que voir ce film Vive la République et de comprendre pourquoi il a été titré à Mar del Plata, c'est très intéressant. Et si jamais le film est disponible sur YouTube, si ça vous intéresse. Voilà. Merci. Peut-être vous avez aussi. Alors, le film qui me vient en tête par rapport à la guerre froide et à ce contexte d'anticommunisme, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est un film chinois. Donc, c'est en 1987, c'est le film de Zhang Yimou, Red Sorghum, qui gagne le Léopard d'or. Et c'est vraiment inscrit dans le contexte géopolitique, parce que ce film il symbolise la reconnaissance internationale du cinéma chinois post-Mao. Il symbolise aussi la diplomatie culturelle, parce que ce film gagne, il a un succès malgré le fait que c'est un film qui vient d'un régime communiste, d'un régime qui est quand même dans les années 80, pas forcément bien vu en Suisse et dans l'Occident en général. Et finalement, il symbolise aussi l'ouverture du festival, qui démontre donc un intérêt croissant pour le cinéma asiatique et plus largement pour le cinéma du Sud global. Donc, comme je l'ai dit, ça démontre vraiment une hausse significative en compétition officielle dans les années 90 des films asiatiques, et qui permet, durant ces années,
à Locarno de devenir vraiment une plateforme clé pour la reconnaissance du cinéma asiatique en Europe. Mais hors de ma période que j'ai vraiment étudiée, il y a aussi un autre exemple du communisme qui a quand même été mis en avant à Locarno malgré un contexte qui ne le permettait pas vraiment. Ça serait le cinéma cubain à Locarno. Donc dans les années 60 et 70, le cinéma cubain, c'était vraiment un cinéma révolutionnaire. Et le festival de Locarno, il est ouvert au cinéma alternatif et engagé. Et il accueille des films cubains. Et dans cette guerre froide, où Cuba est donc dans une position, comme on l'a vu, un peu particulière parce qu'il semble tant faire partie du bloc de l'Est avec le communisme, mais il se présente aussi comme un État non aligné. Locarno se présente vraiment comme une vitrine du cinéma du Sud global. Donc j'ai l'impression que par ces deux exemples, on voit vraiment que Locarno cherche à mettre en avant tout cinéma malgré les avis extérieurs qui pourraient en ressortir. Un contexte bien hostile, oui, merci. Peut-être vous, si vous avez... Alors pour ma part, plutôt que de parler d'un film qui représenterait bien ces dynamiques lors de la guerre froide, parce qu'il y en a bien évidemment plusieurs au festival, pas forcément tous récompensés, mais du moins beaucoup de films présentés, que ce soit des films, comme je disais avant, vietnamiens, notamment aussi des films nord-africains, ou plus particulièrement les films surtout latino-américains, où les révolutions sont notamment dépeintes, que ce soit donc des films cubains ou également des films portant sur la révolution au Nicaragua. J'aimerais plutôt donc parler peut-être d'une personnalité qui représenterait donc cette dynamique du festival et plus particulièrement de Moscou dans le cas de la guerre froide. C'est la personnalité d'Ousmane Sembène. Comme je vous ai dit, la guerre froide et la dynamique géopolitique poussent l'URSS donc à se rapprocher de pays émergents, non alignés pour certains. Et on peut y voir donc comme je disais, des étudiants provenant de ces pays qui sont accueillis à Moscou ou dans les autres villes principales des États satellites pour justement se former au métier du cinéma. Et M. Gilabert l'a parlé, donc c'était le cas d'Ousmane Sembène qui a fait de nombreux stages à Moscou. Et on peut voir que en fait, l'écrivain sénégalais, à la suite de sa carrière, enfin de ses études à Moscou, revient, si vous voulez, au festival, un peu comme à l'instar d'autres figures africaines. Il représente en fait un peu, si vous voulez, la réussite de cette collaboration entre l'Union soviétique et les pays émergents, et plus particulièrement vraiment du modèle d'éducation soviétique, et plus particulièrement, si je puis dire, en ce qui concerne l'art et le cinéma. Donc avec vraiment la volonté de montrer une certaine expérience dans ce domaine-là et savoir-faire. Et donc on peut voir que Ousmane Sembène, à la suite de sa formation, à partir du moment où il réalise ses premiers films, il est un peu la vedette vraiment au festival. Il revient d'abord en tant que jury de la catégorie des courts-métrages et documentaires en 67. Et il revient cette fois-ci en 71 pour son film Emitai. Et il gagne à Moscou à ce moment-là le prix d'argent, qui est la deuxième plus importante récompense qu'on peut gagner à Moscou. Plus tard, en 75, il est également, son nouveau film Xala est également présenté au festival de Moscou, mais cette fois-ci il n'est pas récompensé. Mais cette anomalie, on va dire, est corrigée, puisque l'année d'après à Carlo Vivari, il gagne le prix spécial du jury. Et donc on voit que de la part de Moscou, ou que ce soit même de Carlo Vivari par la suite, il y a vraiment cette volonté de montrer ce rapprochement de l'Union soviétique avec d'autres régions du monde dans un contexte de guerre froide où on cherche aussi à attirer chaque pays possible de son côté, ou du moins le rapprocher. Et aussi
tout simplement matérialiser, si on veut, ce projet en fait de collaboration par un exemple de réussite individuelle d'un étudiant africain passé par Moscou. Voilà. Merci, et je pense que c'est vraiment important de voir aussi ces festivals, non seulement parce que ce sont des pôles d'attraction, hein, de visibilité, mais ils sont aussi liés à des réseaux, vous en avez parlé, des étudiants, étudiantes de cinéma qui sont passés par là et qui des fois arrivent dans ces festivals-là à avoir un certain succès. Il y a quelques exemples qui le montrent. Et peut-être un dernier exemple ou Bref. personnalité. Ouais. Allez-y. Concernant le FIF, moi, pour ma part, c'est vraiment un genre cinématographique qui a vraiment été remarqué dans cette période allant de 1980 à 94. Alors aujourd'hui, on l'appellerait plutôt le World Cinema, mais je trouve que ce serait incohérent de l'attribuer a posteriori, mais plutôt de garder justement le terme de Third Cinema, du troisième cinéma au final, qui est justement issu des années 60 et puis qui vraiment traitait de manière critique la colonisation, l'impérialisme, et puis essayer de défendre toutes les luttes révolutionnaires. Alors je pense que ce film-là, ce genre de cinéma est vraiment le plus récompensé, ou du moins se remarque dans quasiment dans tous les films primés au FIF, notamment pour ma part, j'ai vraiment essayé de sélectionner uniquement les prix qui ont été récompensés par l'aide à la distribution. C'est un prix qui on attribue 10 000 francs au final au réalisateur pour qu'il puisse diffuser en Suisse son film. J'ai 2 ou 3 exemples vraiment où on traite de manière totalement... le feu cinéma n'englobe pas forcément que le politique, que le social, que l'économique, mais un peu de tout en même temps. Moi, j'avais noté Piravi de Shaji Karoun, qui était sorti en 89 et qui traitait justement des révolutions des étudiants. Il y avait aussi Hélène de Souleymane Cissé, qui traitait justement de cette quête d'identité de manière générale. Et puis au final aussi Wen Kuni de Gaston Cabouret, et qui la traite de manière beaucoup plus partiellement implicite et explicite des violences qui sont faites aux femmes, ou bien aussi de cette question du sexisme qui a lieu dans certains pays, et notamment aussi on va dire des mœurs sociales qui peuvent être discriminantes à l'encontre des femmes. Donc ça, c'est vraiment 3 types de films qui abordent de manière, sous différents angles, ces questions-là. Merci beaucoup. Merci à vous 4 pour ces présentations en différents tableaux. Il nous reste quelques minutes peut-être pour des questions. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a déjà des questions. Peut-être si vous en avez, posez-la et dites peut-être à qui elle est adressée, à 1, 2, 3, 4 personnes. Bonsoir. Oui, ça marche. Alors j'aurais une question concernant les archives. Je me demandais comment vous y avez eu accès, si vous avez rencontré des difficultés, peut-être pour toi Xavier et Lorena aussi, et quelle était la teneur aussi de cette documentation, au-delà de la programmation et des films? Alors au département, on a un programme voyage pour les étudiants. Non, c'est pas ça. La parole. Alors moi je te réponds que ça a été une de mes premières questions avant de pouvoir commencer le travail, c'était sur quelles archives j'allais tomber, donc comment j'allais pouvoir appréhender le festival. Et en fait j'ai eu de la chance de voir que sur le site officiel du festival, ils ont scanné les petites brochures que le festival produit chaque année, le FIF il en fait aussi. Et en fait je me suis basée simplement là-dessus pour savoir quels films étaient programmés, qui étaient les personnalités qui étaient conviées au FIF, et les événements organisés. J'ai dit au FIF, au FIMP. Le nom ressemble, donc au Festival de Mar del Plata, le FIMP. Donc en fait, c'était grâce à ces brochures, tout bêtement, que j'ai eu les informations dont j'avais besoin, et j'ai dû compléter évidemment par de la littérature secondaire. Concernant mon travail, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu inquiet. Le fait de travailler sur Moscou, au vu de la situation actuelle, notamment, je me suis dit la consultation d'archives était un peu compliquée, en ce qui concerne vraiment les sources brutes. Mais au final, j'ai eu pas mal de chance dans la mesure où le festival de Moscou, à partir de son site officiel, a développé, si vous voulez, un site annexe, si vous voulez, qui est relié à Internet Archive, portant justement sur les programmations en fait, du festival, donc que ce soit les films en compétition ou la composition du jury. Ensuite, en
On pouvait également trouver les informations relatives à cela, donc à la programmation ou au jury, sur IMDb aussi. Je pense que vous connaissez. Et voilà, donc c'est à partir en tout cas de ces sites-là que j'ai pu déjà trouver les films et les personnalités présentes. Il y avait également des articles de presse aussi, traitant moins des films présentés, mais plutôt des films primés, sur lesquels j'ai pu m'appuyer aussi. Merci. Peut-être pour les plus chanceux aussi, qui ont travaillé sur des festivals plus proches. Quel type d'archives finalement on trouve, puis sur quoi on peut travailler Alors, je dirais que j'ai eu le problème inverse, c'est-à-dire que j'ai reçu une liste de 70 pages avec tous les cartons d'archives que Locarno est d'accord de transmettre suite à plusieurs demandes de confidentialité, etc. Et donc, c'était déjà choisir au nom des phrases qui étaient écrites sur la liste ce qui pourrait être intéressant à voir, et ensuite se retrouver face à un mur de carton à la Cinémathèque suisse avec dedans des programmations. Donc pour Locarno, j'ai eu de la chance parce qu'ils ont fait plusieurs rétrospectives avec tous les films qui ont été sortis, diffusés ces années-là, tous les jurys qui étaient présents, etc. Et à côté de ça, il y avait donc... moi, je me suis retrouvée face à une 50aine de classeurs, mais il y en avait bien plus, avec des invitations, les inscriptions des cinéastes qui voulaient être diffusés à Locarno, les correspondances sur ce qui est payé par le festival aux cinéastes pour rester à Locarno. Donc c'était très très riche, et c'était un peu le problème inverse de savoir ce sur quoi j'allais me baser et pas m'éparpiller. Parce que sur 98 000 caractères, je n'avais pas forcément le temps de dire que tel cinéaste a reçu 5 nuits, tout compris à Locarno, alors qu'un autre pas. Merci. Oui, je pense qu'on a le même problème. C'est que quand on a accès à toute à cette source, et puis quand on a le droit de pouvoir définir quelle période on veut étudier, ça implique justement de faire un choix. Et puis moi, je trouvais que pour ma part, le fait d'opter pour uniquement les catalogues, donc j'ai sélectionné uniquement les catalogues de chaque édition, ça renfermait beaucoup d'informations, non seulement sur la personne ou bien sur, on va dire, les personnes qui les rédigeaient, mais aussi sur l'information qu'on voulait diffuser au public, et du moins l'information qu'on voulait transmettre. Et je pense que pour ça, c'était très clair dès le début de se dire on va se restreindre un maximum, parce que ce genre de catalogues contiennent énormément d'informations, des informations biographiques sur les cinéastes, des longs interviews aussi, des échanges qui ont été faits entre les différents présidents du FIF. Et je pense qu'il y aurait matière de faire un mémoire de master facilement sur les catalogues. Donc je pense que c'était très facile, pour ma part en tout cas, de me restreindre à ça, parce que c'était vraiment l'information qu'on diffuse au public qui m'intéressait. Merci. Vous voyez que les étudiants sont jamais contents, soit il n'y a pas assez d'archives, soit il y a trop d'archives. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le... Oui. Merci beaucoup pour vos interventions. En fait, moi j'ai une question, mais en fait peut-être c'est un peu trop précis, mais est-ce que vous avez peut-être vu s'il y a eu des interactions entre disons, vos différents festivals, disons, je sais pas, si il y a eu un moment le directrice de Moscou qui a été invité à Locarno, ou l'inverse, ou ouais, en fait, des interactions vraiment entre les festivals. Je me permets, alors moi pour ma part, je sais que FIF a eu beaucoup de contacts avec Locarno ou avec Nantes, parce que c'était justement là que transitait, justement, c'était pas si facile que ça. En tout cas, si je me fie à ce que disait Yvan Stern, c'était très compliqué de pouvoir collecter justement ces films et de les diffuser ici. Donc en tout cas, au niveau de la distribution, je sais qu'il y avait vraiment d'importants échanges avec Locarno, aussi avec Nyon, et particulièrement avec Nantes aussi, pour ma part. Me concernant, alors pas forcément avec les festivals de mes collègues, mais bien sûr avec les autres festivals du bloc de l'Est, plus particulièrement Tashkent qui était aussi soviétique, que
que ce soit Moscou ou Tachkent, relevaient les deux de l'autorité du ministère de la Culture soviétique. Et sinon, concernant Carlo Vivari, oui, il y avait une étroite collaboration, logique, hein, bien sûr. Mais sinon, concernant les autres festivals, les vôtres en particulier, j'en ai pas connaissance. Alors moi je sais que ça a été le cas, notamment parce que Marco Müller avait voulu mettre en place avait voulu faire en sorte que le Locarno devienne un endroit où les différents directeurs, producteurs, etc. puissent se rencontrer. Et dans les correspondances, j'ai aussi pu voir que parfois il demandait les droits d'un film à être diffusé parce qu'il l'avait vu dans un autre festival. Alors, pour le festival de Mar del Plata, ce qui est intéressant, c'est que même si le festival en tant que tel se présente comme un grand festival, pour les Européens, il était quand même perçu comme un festival de seconde zone. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même peu de gens qui ont été. Mais il y a une collaboration, surtout à la fin des années 60, avec le festival de Rio. Donc, voilà, c'était ces deux festivals ensemble, mais pas avec des festivals européens. Je me permets juste encore ajouter, j'ai oublié, mais je pense que ça paraît aussi essentiel que, évidemment, le FIF avait des contacts aussi avec le FESPACO, qui était aussi un autre festival qui était en Afrique, justement. À Ouagadougou. Ouagadougou. Et aussi avec les journées cinématographiques de Carthage. Donc il y avait aussi ces échanges-là directement avec ces pays. Merci. Merci. J'ai une question concernant la programmation. Est-ce que vous avez l'impression que c'était surtout des films de jeunes réalisateurs ou réalisatrices qui étaient mis en avant, ou plutôt des personnes confirmées, plutôt qui étaient assez classiques? Comment est-ce que vous pouvez discuter un peu de cette dichotomie entre la jeunesse ou alors des personnes plus confirmées? Alors ça, c'est vrai que c'est une question qui nous a pas mal animés, de savoir si les festivals sont plutôt des lieux de légitimation d'une cinématographie connue ou bien si c'est plutôt des tremplins. Peut-être quelqu'un aimerait répondre. Alors, je peux commencer par dire que des fois, ça dépend aussi de la catégorie dans laquelle le festival s'inscrit. Donc, il y a quand même une certaine échelle, en fait, des festivals, une pyramide, on va même dire. Et donc, Mar del Plata, qui avait la catégorie B à l'époque, ça veut dire qu'il n'avait pas le droit de diffuser des films pour la première fois. Donc en fait, c'était que de la diffusion des films qui étaient déjà connus. Donc non, c'était plutôt des films au contraire déjà connus, surtout en Europe. J'ai d'ailleurs lu des articles qui disaient que les critiques européens qui allaient couvrir Mar del Plata s'ennuyaient profondément parce qu'ils voyaient des films qu'ils avaient déjà vus 100 fois. Donc voilà. Me concernant, et donc concernant plus particulièrement Moscou, il y avait en tout cas cette volonté en ce qui concerne en tout cas les cinéastes de pays dits émergents, la volonté quand même de prendre, d'inviter plutôt des personnalités reconnues, expérimentées, confirmées. Ça, je l'ai vu notamment dans la consultation d'archives Régali, dont j'ai pu accéder par le biais de travaux d'autres historiens, notamment Elena Razlagova, si vous connaissez, je sais pas. On voit justement des discussions de la part des organisateurs du festival, et également des autorités politiques, d'inviter souvent des réalisateurs qui ont déjà confirmé ou remporté quelque chose dans un autre festival, pas forcément d'ordre majeur, donc c'est pas forcément des cinéastes qui ont gagné par exemple à Cannes ou à Venise, mais qui ont gagné qui ont gagné des récompenses et qui ont été présents dans d'autres festivals tels que Carthage ou autres. Voilà. Donc pour Locarno, dans la période que j'ai étudiée, on voit vraiment qu'il y a eu beaucoup de catégories qui ont été créées à cette période, notamment une section sur les nouveaux réalisateurs, enfin les réalisateurs de demain, et aussi les deux directeurs, donc David Streif et Marco Müller, ont vraiment voulu mettre l'accent sur des réalisateurs émergents. Donc je dirais qu'en grande partie, c'est plutôt des nouveaux réalisateurs, mais c'est quand même contrebalancé par le fait qu'il y avait des rétrospectives notamment qui amènent 30 films d'un ancien réalisateur. Mais on met souvent en avant justement cet aspect nouveau réalisateur, notamment le fait que le festival de Locarno
a participé à l'émergence de Stanley Kubrick dans le plus grand nom donné. On voit qu'il joue sur plusieurs tableaux, un festival effectivement avec ses différentes sections, jeunes réalisateurs et réalisateurs confirmés. Peut-être vous avez... Oui, moi pour ma part c'était un peu le paradoxe parce que en fait le but dès qu'il y a eu l'instauration, parce qu'au tout début justement vu que c'était un circuit il n'y avait pas de récompense, mais que ça a été à partir de la 3e édition qu'ils ont commencé à instaurer ce prix d'aide à la distribution, et c'est la fin de mon travail, donc c'est aussi une question où on peut amener des réponses, mais il y a un paradoxe avec le FIF, c'est que sur 25 films primés entre 1990 et 1994, il y en a 20 qui ont déjà été primés ailleurs et qui sont passés par d'importants festivals, ou même qui ont gagné d'importants prix, et seulement 5 n'avaient reçu aucune récompense ou juste reçu des nominations. Donc c'est un peu le paradoxe de se dire, en tout cas sur le FIF, ils récompensent et ils offrent beaucoup plus de visibilité à des films qui ont été primés ailleurs et confirmés, et ce n'est vraiment pas le cas pour cette minorité. Justement, il y a seulement 5 films en 14 ans qui n'avaient reçu aucun prix avant et puis qui est récompensé ici. Donc la question de se dire, est-ce qu'ils offrent ce prix de distribution uniquement, surtout dans cette volonté que le film continue à être vu dans les salles, ou est-ce que c'est vraiment, on va donner autant de légitimité car on va s'aligner sur les différents festivals, et dans le circuit international des festivals, on s'aligne sur ce qui a été fait. Donc c'est une réelle question, mais c'est quand même un paradoxe qu'on peut voir avec le FIF. Merci beaucoup. On a un minuteur ici qui monte 90 minutes, puis il a commencé à clignoter. Et donc, ça signifie qu'on arrive au bout de la discussion. J'aimerais remercier d'abord le public et puis remercier aussi nos 4 étudiantes et étudiants. Il faut quand même penser qu'en moins de 6 mois, ils ont réussi à mener des recherches, comme vous l'avez vu, dans des lieux un peu improbables. Donc c'est vraiment un challenge qu'ils ont relevé, plus le défi de la table ronde d'aujourd'hui. Donc je crois qu'on peut les applaudir pour terminer. Et merci à vous. Et une bonne soirée à toutes et tous. Merci beaucoup.